Très bien, mesdames et messieurs, je vous invite à prendre place, peut-être à vous rapprocher pour que vous ayez accès au micro qui se trouve sur les tables devant, si vous voulez poser des questions par la suite. N'hésitez pas à vous rapprocher. Et sinon, j'ouvre tout de suite cette conférence de presse avec Madame la présidente de la Confédération, Madame Simonetta Sommaruga, qui est entre autres, en charge du département fédéral de justice et police, et qui est notamment responsable de tout ce qui est migration, migrants et immigration. Et comme thème de cette conférence de presse, Madame la Présidente a souhaité s'exprimer sur la mise en œuvre de l'initiative contre l'immigration de masse, qui a été acceptée en vote populaire le 9 février l'an dernier et qui, comme vous le savez, pose un certain nombre de problèmes à la Suisse et à l'économie suisse en particulier.
Alors, merci encore à toutes et à tous d'être avec nous aujourd'hui. Merci surtout à Madame la Présidente d'être là et de nous accorder 1 heure de présence. L'idée, c'est qu'elle nous fasse un petit topo de la situation pendant un quart d'heure, 20 minutes, qu'on passe ensuite aux questions. Et après, elle prendra 10 à 15 minutes avant 16 heures pour répondre notamment à des interviews particulières pour la radio ou la télévision. Alors, Madame la Présidente, d'abord, je vais vous demander de signer notre petit livre d'or. Juste une petite signature. Merci. Puis je vous remets 2 petits souvenirs, c'est les albums de Dessins pour la Paix, une fondation dont le Club Suisse de la Presse est le siège ici à Genève avec les dessinateurs de presse. Et je vous passe tout de suite la parole. Voilà. Je crois que je reste assise. Oui, tout à fait. Ouais. Voilà, alors Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les journalistes, Mesdames et Messieurs, tout d'abord, merci pour votre invitation. C'est toujours un grand plaisir pour moi d'être à Genève. La proximité des organisations internationales me rappelle mon récent voyage à New York, où j'ai pu représenter la Suisse à l'Assemblée générale de l'ONU. Et j'étais fière du rôle actif de la Suisse à l'ONU. Vous savez que ça a pris un moment pour adhérer à l'ONU pour la Suisse, mais je crois que le moment où on a pris cette décision, on profite aussi de notre possibilité de jouer justement un rôle actif. Bon, s'il y a bien un lieu en Suisse où le terme international s'applique par excellence, c'est Genève. C'est dans ce canton qu'on a dit non à plus de 60% à l'initiative contre l'immigration de masse. Depuis le 9 février 2014, bien sûr, j'ai parlé à beaucoup d'endroits et j'ai commencé à penser qu'il n'y avait personne qui, pour finir, avait dit oui à cette initiative. Pourtant, c'était une majorité, même une petite majorité, mais une majorité aussi des cantons, 17 cantons qui avaient dit oui à cette initiative. Mais ici, à Genève, avec plus de 60% de non à l'initiative, ce qui était aussi la position du Conseil fédéral, je crois on sait que, oui, ici, la position était très claire. Depuis ce 9 février 2014, on me demande souvent comment la Suisse va mettre en œuvre ce nouvel article sur l'immigration qui est inscrit maintenant dans notre Constitution. Je comprends cette préoccupation. Dans le bassin lémanique, vous ressentez probablement encore plus qu'ailleurs l'incertitude qui règne depuis la votation du 9 février 2014 et cette période d'incertitude, même si elle était prévisible, mais maintenant elle est là, elle est extrêmement pénible, elle est même néfaste pour les entreprises qui ont besoin de main-d'œuvre étrangère, elle est difficile aussi pour les organisations internationales, pour les milieux académiques et scientifiques. Et j'ai toute compréhension parce que savoir comment est-ce qu'on va régler ça, comment est-ce qu'on continue, c'est très important aussi pour faire des investissements. Et cette période d'incertitude qui était créée par la décision du 9 février, pour notre pays, bien sûr, ce n'est pas un avantage. Vous le savez, ce nouvel article exige une gestion autonome de l'immigration et une limitation par des plafonds du nombre d'étrangers autorisés à immigrer dans notre pays. Nous avons maintenant 3 ans à compter de la votation pour la mise en œuvre, y compris aussi pour renégocier les accords internationaux qui ne sont pas compatibles avec cet nouvel article constitutionnel. Alors, qu'est-ce qu'on a fait depuis le février 2014 ? Le Conseil fédéral a suivi 2 pistes parallèles. Sur le plan national, c'est une piste, c'est la piste nationale. Nous avons présenté un projet de révision de la loi sur les étrangers. On a montré comment on devrait organiser dans une loi ce nouvel article constitutionnel. Et on a en même temps une piste, un plan international qui consiste à avoir des contacts avec l'Union européenne pour tenter de renégocier l'accord sur la libre circulation des personnes. Je vous passe les détails, il y a déjà eu beaucoup d'étapes, mais concrètement, et c'est peut-être la question qui intéresse beaucoup de gens, où est-ce qu'on en est maintenant, actuellement ?
Alors, si je commence par le plan européen, j'ai pu convenir avec le président de la Commission, M. Juncker, en février cette année, de mener des consultations. Le but, c'est de voir dans ces consultations s'il y a un chemin qui pourrait conduire à justement cette gestion autonome de la migration pour la Suisse, qui est inscrit maintenant dans notre Constitution. Alors, ce ne sont pas des négociations à proprement parler, ce sont des consultations. L'avantage, c'est que l'année passée, quand on voulait entrer en consultation, en négociation avec l'Union européenne, on nous a toujours dit non, parce que les accords sur la libre circulation des personnes, on ne négocie pas. C'est un principe fondamental pour l'Union européenne. On n'entre même pas à un dialogue. Alors, avec M. Juncker, c'était un tout petit premier pas, mais bien sûr, on n'est pas en train justement de négocier, mais ce sont des consultations. Alors, ces consultations sont en cours. D'autre côté, mes collègues du Conseil fédéral et moi, nous multiplions aussi les contacts bilatéraux avec tous les pays de l'Union européenne. Et il y a des réactions différentes. Je ressens une certaine compréhension, je dirais, de la part de nos pays voisins, même s'ils insistent aussi sur le fait que la libre circulation des personnes est un principe intangible pour l'Union européenne. Mais pour eux, la libre circulation des personnes avec la Suisse est une réalité vécue au quotidien. Et il suffit aussi de penser aux quelques 300 000 travailleurs frontaliers qui viennent tous les jours en Suisse pour travailler. Ce sont 300 000 postes de travail, ce sont 300 000 salaires. Et je crois que pour les pays voisins, c'est aussi une réalité et qu'ils sont tout à fait, je dirais, reconnaissants, mais pas seulement ça, mais conscients qu'il faut quand même essayer de trouver un chemin pour que ces postes de travail, ces salaires continuent à exister. L'écho est évidemment différent si on parle avec des pays qui sont plus éloignés de la Suisse, qui connaissent moins aussi notre système. Une chose que j'entends de temps en temps toujours, c'est que avec 50,4% de oui, vous allez quand même refaire cette votation. Les gens auront compris que de toute façon, ça ne marche pas. Et c'est là que je dois toujours dire que justement pour changer notre constitution, il ne faut pas seulement une majorité de la population, mais aussi une majorité des cantons. Et que je viens vous dire 17 cantons qui ont voté oui à cette initiative pour changer la constitution. Il faudrait de nouveau aussi une majorité des cantons. Et là, je pense que juste aller dans une votation et dire, bon, on essaye encore une fois, ça serait vraiment high risk. C'est le mot que j'utilise souvent avec mes collègues à l'étranger. Bien sûr, la libre circulation des personnes pour des pays il y a des gens qui sont maintenant responsables dans la politique, qui eux-mêmes ont vécu la situation qu'ils n'avaient pas de passeport, ils ne pouvaient pas quitter leur pays. C'est une toute autre réalité historique aussi de dire mais cette libre circulation des personnes, c'est tellement évident, c'est tellement cher à nous, c'est tellement important que d'un côté, on ne peut pas s'imaginer comment un pays peut dire de limiter ça de nouveau, mais en même temps de dire mais pour nous, ce principe, il nous est tellement cher qu'on ne serait jamais d'accord de mettre en question ce principe. En même temps, on est aussi conscient que les relations entre la Suisse et l'Union européenne, c'est dans des relations qui sont quand même importantes, je dirais, pour les deux côtés, bien sûr, pour la Suisse, pour toutes les questions économiques, mais on a un échange de commerce de tous les jours, Werktage, comment est-ce qu'on dit journée de travail, de lundi à vendredi, de jours ouvrables d'1 milliard de francs par jour ouvrable. C'est quand même beaucoup. Et je crois qu'on est conscient aussi que ces relations économiques sont aussi justement d'une certaine importance, je dirais, pour l'Union européenne. Deuxième point, il y a des réflexions qui se font dans plusieurs pays de l'Union européenne si on ne trouve pas de solution avec la Suisse dans cette question. Est-ce que ça peut continuer à avoir des effets sur d'autres pays encore et tout d'un coup ça remoue Est-ce qu'on n'aurait peut-être pas un intérêt de dire bon, on essaie quand même de régler ça? Et il y a l'autre vision qui dit
Alors si on commence à discuter avec la Suisse sur cette question, il y aura encore d'autres pays et ça ne va jamais s'arrêter. Alors vous voyez, il y a aussi deux positions qui peuvent nous aider ou rendre la situation encore plus compliquée. La discussion avec la Grande-Bretagne, je dirais, complique plutôt les choses que facilite la discussion avec la Suisse. Alors ça, c'est un peu la situation actuelle. Alors, au niveau national, qu'est-ce qu'on fait? On fait ce qu'on fait toujours quand on a une initiative populaire qui est adoptée en Suisse. On fait un projet de loi et le Conseil fédéral, il va continuer sur ce chemin. On a eu un projet de loi, on a mis en consultation, on a maintenant les réponses de cette consultation. Et si on n'a pas encore examiné les réponses au Conseil fédéral, mais si je peux déjà vous dire un peu les réponses que des partis, des cantons et des partenaires sociaux que j'ai déjà vus, c'est un inventaire à la Prévert. Je ne sais pas si vous connaissez, mais quand j'ai lu ce que c'est, franchement, je trouve que c'est bien dit comme ça. Un inventaire à la Prévert. Alors, bien sûr, le temps presse parce que je vous ai dit, c'est écrit aussi dans la Constitution qu'il faut trouver une solution dans les 3 ans. Et tout le monde qui a déjà mené des négociations sait que s'il faut mener des négociations encore avec le couteau du temps qui presse, ça ne vous renforce pas votre position, mais c'était quelque chose qui était voulu par les l'initiative, qu'on mette aussi ce délai qui est fixé. Alors, encore peut-être une spécialité pour cette initiative ou pour cette nouvel article constitutionnel, c'est que dans ce dossier, chacun y va de sa propre idée. Il y a l'idée pourquoi ne pas exclure entièrement les ressortissants de l'Union européenne du système de contingent. Il y a l'idée pourquoi ne pas épargner certaines branches économiques, pourquoi pas une clause de sauvegarde et plein d'idées. Et puis en plus, on veut bien sûr toujours savoir du Conseil fédéral quelle est la piste préférée, quelle est la piste elle est poursuivie par le Conseil fédéral. Alors, je peux vous dire quelque chose franchement. Toutes les idées, toutes les propositions, même si elles partent dans une bonne intention, le Conseil fédéral doit les mesurer selon la question est-ce qu'elle renforce notre position de négociation ou est-ce qu'elle affaiblit? C'est la question. Et si on demande au Conseil fédéral quel est votre plan B? Qu'est-ce que le Conseil fédéral fait si l'Union européenne refuse de négocier? Alors, moi, la question que je pose, c'est est-ce que vous connaissez un joueur d'échecs qui annonce à l'avance quel coup il va jouer en réaction au prochain mouvement de son partenaire de jeu? Et c'est exactement comme ça que ça se passe. Mais une chose est sûre, le Conseil fédéral a examiné soigneusement toutes les idées et les propositions. Et on me parle souvent de cette clause de sauvegarde. Moi, je dis, j'en connais au moins 10 clauses de sauvegarde. Toutes les modèles de clauses de sauvegarde, moi, j'en connais encore plus que 10. Alors, c'est quand même toute notre relation avec l'Union européenne qui est en jeu, avec l'ensemble des 28 pays qui nous entourent. Il y a de nombreux dossiers qui sont ouverts au-delà de la libre circulation des personnes. Il y a toutes les questions institutionnelles qui se posent, il y a l'accord sur l'électricité, il y a toute la coopération dans le domaine de la recherche. Et je pense que la clarification de notre rapport à l'Europe est probablement le défi politique le plus important et le plus ambitieux des prochaines années et de la prochaine législature qui commence bientôt. Je peux vous assurer que nous faisons tout pour obtenir le meilleur résultat pour notre pays et pour maintenir les relations stables et fiables avec nos partenaires européens, parce que le Conseil fédéral, il a dit qu'il va trouver une solution pour la question du nouvel article constitutionnel, mais en même temps, il veut aussi continuer la voie bilatérale, les relations bilatérales, et je pense les relations stables et fiables avec nos partenaires européens. Alors, voilà mes réflexions actuelles sur les questions qui se posent, et je suis bien sûr disposée à répondre soit à vos questions concernant ce sujet ou à un autre sujet. Merci. Merci beaucoup, Madame la Présidente, pour cette présentation et ce panorama. Peut-être une première question avant d'ouvrir la question à la salle. Avec l'expérience maintenant que vous avez au Conseil fédéral, quel est comment vous percevez les choses du côté de l'Union européenne avec,
parce qu'il y a beaucoup d'hypothèses qui se font sur la fermeture, l'ouverture, etc. de l'Union européenne. Comment vous sentez les choses? Vous avez été plusieurs fois à Bruxelles. Quel est l'état d'esprit aussi? Il y a une nouvelle commission qui s'est mise en place l'année dernière. Quel est un peu l'état d'esprit, l'état du bureau? Est-ce qu'il y a des changements ou pas Bon, je dirais peut-être... Bon, j'ai le privilège, je suis le seul membre du Conseil fédéral qui a des relations, des contacts avec tous les membres, les États membres de l'Union européenne, parce que la Suisse est membre associé de Schengen-Dublin. Et ça veut dire que chaque fois, les pays de Schengen-Dublin se voient, et c'est à peu près tous les 6 semaines, à Bruxelles ou à Luxembourg, on fait partie, on est dans la salle, on parle, on connaît tout le monde. Bon, il faut sortir quand ils prennent une décision, mais ce n'est pas trop souvent. Et je crois que c'est un privilège parce qu'on a aussi des connaissances, comment ça fonctionne, comment on se met d'accord. Et en plus, et je reviens à votre question, bien sûr, la question migratoire, c'est peut-être, ou c'est pas peut-être, c'est comme ça, je pense, c'est la question qui occupe et qui préoccupe l'Union européenne le plus, qui a vraiment un défi incroyable parce qu'on a des situations, on a des pays qui sont concernés très différemment, des pays qui ont beaucoup de réfugiés, beaucoup de demandeurs d'asile, il y en a des pays qui n'en ont pas ou presque pas. Il y a cette contrôle commune des frontières extérieures de Schengen, qui est un défi aussi actuellement. Et on sent que aussi l'histoire de chaque pays joue un rôle important. Et si on entend les expériences, par exemple, des pays baltiques, aussi avec des réfugiés, c'est un autre vécu, c'est toute une autre histoire que, par exemple, l'Espagne, qui a eu aussi une situation difficile il y a quelques années avec que les ressortissants par exemple, du Sénégal, qui venaient sur les îles Tenerife. Alors, je pense que dans la migration, qui est déjà toujours un thème politique difficile, que maintenant de trouver des solutions communes et solidaires, c'est pas facile. C'est jamais facile, mais je pense que c'est encore plus difficile, surtout aussi parce que je pense qu'il y avait aussi des tâches qui devaient se faire au niveau européen dans ce domaine d'une politique asile commune qui n'était pas faite ces dernières années. Je l'ai aussi critiqué. Et maintenant, il faut faire tout ça sous une pression énorme. Votre question de la Commission, bon, c'est difficile à dire parce que, comme présidente en Suisse, tout le monde le sait, ça change toutes les années, alors on n'a pas les mêmes contacts. Mais ce que je peux vous dire, c'est une commission, la commission qui est actuellement en fonction, c'est une commission très politique. Ce n'est pas une commission qui est justement, mais c'est une commission qui veut donner des idées, qui veut donner des impulsions, qui veut trouver des solutions, qui fait du pressing aussi, qui est d'accord de trouver des solutions communes en sachant à quel point c'est difficile. Alors je sens une commission aussi courageuse. Monsieur Juncker, il s'est exposé avec ce plan de relocation. Il ne pouvait pas savoir si ça allait jouer ou pas, mais il s'est mis dehors, la fenêtre. Il s'est penché dehors la fenêtre. Et il a su convaincre, ensemble avec la présidence luxembourgeoise, qui est aussi une présidence très expérimentée, beaucoup d'expérience, mais aussi une présidence très ambitieuse qui veut vraiment amener à des solutions qui sont bonnes pour l'Union européenne. Merci beaucoup. Simon, tu avais une question? Simon Bradley, Suisse Info. J'ai lu quelque part que vous allez rencontrer M. Juncker bientôt. C'est correct? Et puis, qu'est-ce que vous allez lui dire? Et puis, deuxième question, une victoire de l'UDC, est-ce que ça risque de compliquer vos discussions avec l'Union européenne aux élections? Alors, j'avais convenu avec M. Juncker en février qu'on aura justement ces consultations et qu'on allait se voir en automne pour faire une appréciation politique. Où est-ce qu'on est? Comment est-ce qu'on peut continuer? Et c'est prévu que cette rencontre aura lieu encore en automne. Et puis,
ce que j'irai lui dire, je ne vais pas vous dire ici, je pense, je vais lui dire. Voilà, et après, comme je vous ai dit, le Conseil fédéral, il a cette piste nationale, il doit préparer un projet de loi, et en même temps, il doit voir dans ses consultations où est-ce qu'on est qu'on a des possibilités, est-ce qu'on a un chemin, comment est-ce qu'on peut gérer. Alors ça, c'est après l'appréciation que j'aurais fait avec M. Juncker. Votre deuxième question, victoire d'un parti. Bon, en Suisse, c'est toujours un peu difficile de dire victoire parce que c'est un peu relatif, si vous voulez. Si chez nous, un parti il fait 1% de plus, c'est incroyable. Il y a quand même d'autres changements dans d'autres pays. Mais bien sûr, c'est aussi dans notre pays, il y a peu de mouvements qui peuvent aussi changer certains sujets, mais avec la concordance, vous savez aussi que c'est jamais un parti qui peut gagner en Suisse. Il en faut toujours au moins 2 ou même 3 partis, et ça change selon le sujet. Alors, c'est possible qu'avec des changements dans le Parlement, il y a aussi des changements dans des décisions qui sont prises. Et puis, vous connaissez aussi la discussion sur le Conseil fédéral, mais je pense que vous comprenez que ce n'est pas à moi de prendre position sur ça. Merci. Monsieur Français, ouais. Oui, ça marche. Oui, Madame Samaraga, bonjour. Olivier Français, le quotidien Le Temps. J'avais une première question. J'ai cru comprendre que le Conseil fédéral allait encore abaisser les contingents de travailleurs extra-européens comme il l'avait déjà fait. Est-ce que cette rumeur est vraie? Et d'autre part, est-ce que cette réduction, si elle s'avère juste, poserait d'énormes problèmes, en tout cas pour le canton de Genève, en ce qui concerne son économie? J'aimerais vous entendre sur cette question-là. Alors, c'est le Conseil fédéral qui décide chaque année sur le contingent des pays tiers. L'année passée, il a baissé les contingents. Il y a 2 contingents. Il y a des contingents de courte durée et de plus longue durée. Il a pris cette décision parce qu'après après la votation, on a quand même senti aussi une pression de la population, qu'on avait dit qu'il y avait trop de monde qui venait et puis qu'il fallait faire quelque chose. Et alors c'est le Conseil fédéral qui a dit c'est là qu'on peut gérer. Là on a des contingents, alors on peut augmenter ou baisser, on peut faire... bien sûr, il y a toujours les cantons, les partenaires sociaux qui prennent position. Et là, c'est intéressant de voir des fois des positions aussi des partis politiques qui disent qu'il faut baisser les contingents, c'est trop, il y a trop d'immigration. Il y a aussi des chefs de partis politiques qui continuent à dire que pour les pays tiers, il y avait trop d'immigration, qu'il fallait baisser. Et puis le moment où le Conseil fédéral avait fait ça, il y avait les critiques pour tout le monde, mais c'est incroyable, mais ça ne va pas. Dans l'immigration, c'est toujours un peu... je dirais parfois aussi un peu contradictoire, parce que d'un côté, on a les signaux qui disent qu'il faut avoir moins, et puis le moment où on prend une décision, on est critiqué. Alors le Conseil fédéral va prendre encore cette décision de nouveau cette année. Il a consulté les cantons, les partenaires sociaux, les partis politiques, tout le monde a une idée sur ça, et ça sera le Conseil fédéral qui prendra cette décision. Merci. Oui. Anna Aznaour pour la revue Inzeda Sicherheit und Gesundheit. Est-ce qu'actuellement, dans les négociations concernant justement les retombées de cette votation de 9 février, est-ce que dans vos négociations avec l'Union européenne, la Suisse subit quand même des pressions concernant son entrée dans l'Union européenne, qui j'imagine actuellement serait la bienvenue vu les problèmes financiers devant lesquels l'Union européenne est actuellement? Je ne suis pas sûre si j'ai très bien compris. Vous avez dit que si on subit des pressions vis-à-vis de l'Union européenne? Non, les pressions pour entrer dans l'Union européenne. Non, alors là, je peux vous dire non, vraiment pas. On connaît la Suisse, on connaît la position de la Suisse. Il n'y a pas de pression pour entrer à l'Union européenne, vraiment pas. Je pense que ce qui est dans notre intérêt, et bien sûr aussi dans l'intérêt de l'Union européenne, c'est que justement, comme je viens de dire, qu'on ait des relations stables, des relations fiables, que là où c'est possible, par exemple dans la question des réfugiés, que s'il y a des solutions
des décisions où il faut aussi la solidarité de tous les pays de l'Union européenne, que la Suisse participe. Et c'est par exemple, je crois, c'était très bien vu par l'Union européenne, que sur ce programme de relocalisation et le programme aussi de resettlement, la Suisse n'était pas contraignée de participer, mais on avait dit on ne peut pas demander la solidarité de tous les pays européens et à la fin dire non, mais nous, alors on a dit qu'on participera, mais bien sûr à condition que aussi les règles de Dublin, et surtout l'enregistrement des demandeurs d'asile, jouent de nouveau, qu'on fait aussi notre partie. Et ça, c'est très bien vu. Je pense qu'à l'Union européenne, on voit quand même aussi que la Suisse, elle est aussi solidaire avec sa contribution aussi à l'élargissement. C'était notre propre décision. On n'a pas payé l'argent à l'Union européenne, mais si je visite par exemple, j'étais dernièrement en Pologne, en Slovénie, il y avait la présidente de la Lituanie qui était ici. Je pense que c'est exactement ces contributions que la Suisse fait, des programmes qui sont beaucoup appréciés. Et je crois que la Suisse, elle a aussi un intérêt de montrer qu'elle est aussi solidaire. Mais bien sûr, politiquement, la décision chez nous, elle est prise. La Suisse n'est pas membre de l'Union européenne, elle ne va pas le devenir. Et le fait, certains reprochent au Conseil fédéral de ne pas avoir retiré la demande d'adhésion, donc ça clarifierait ce que vous êtes cet avis. Bon, c'est le Parlement qui a déjà discuté sur ça plusieurs fois et c'est le Parlement qui a décidé que ça n'a aucun sens de retirer ou pas retirer, ce n'était pas ça qui compte. Merci, vas-y. Judith Monfrini pour OneFM. Vous avez dit donc on est en phase de consultation et pas du tout de négociation. Est-ce que vous pensez que c'est aussi parce que la Commission européenne, elle est très politique et elle veut garder cette unité Schengen et ce principe inaliénable ? Et du coup, est-ce qu'il y a une possibilité de négocier, comme vous disiez, avec les États tiers qui ont les États frontières, disons, qui ont intérêt à continuer la politique réelle d'échange avec les travailleurs frontaliers, par exemple? Alors, le Conseil fédéral, lui, on a décidé sur un mandat de négociation. Mais il faut 2 pour rentrer en négociation. Alors les consultations, ça veut dire qu'on n'a pas une décision formelle de l'Union européenne qu'on fasse ces négociations, justement. Mais j'ai beaucoup parlé avec beaucoup de chefs d'État des pays membres de l'Union européenne. Et ce processus de consultation est largement soutenu. Il y avait Mme Merkel qui l'avait dit, M. Hollande, mais aussi les pays qui sont un peu plus éloignés, ils disent on fait ces consultations et puis on verra, mais il n'y a pas un mandat officiel de l'Union européenne de négocier. Bon, vous voyez, si on fait vraiment un accord, s'il faut avoir un accord, et si on veut changer, par exemple, l'accord sur la libre circulation des personnes, il faut une décision de tous les pays de l'Union européenne à l'unanimité. C'est d'ailleurs pas une nouvelle, c'est ce que j'ai fait déjà avant, j'ai dit avant le 9 février 2014. Et là, c'est bien sûr, il faut tous les pays qui disent oui à ça. Alors, on ne peut pas négocier juste un peu avec les pays voisins, mais bien sûr, ce sont des pays importants quand même. Et c'est clair qu'on ait de bonnes discussions aussi avec eux. Pour le moment, c'est déjà aussi important qu'ils soutiennent ce processus de consultation. Merci. Tom Miles, de l'agence presse Reuters. J'ai 2 questions, si je pourrais. La première question, c'est pourquoi, à votre avis, les réfugiés syriens qui arrivent en Europe ne veulent pas, en général, venir en Suisse, mais plutôt en Allemagne? Est-ce que c'est parce que le coût de vie en Suisse est trop cher ou on n'est pas si accueillant ici ou quoi? Et la deuxième question, c'est sur la question de Brexit. Si la Grande-Bretagne votait à quitter l'Union européenne, est-ce que ça serait, à votre avis, plutôt un avantage ou un défi pour la Suisse, par exemple, sur le plan financier, comme s'il y aurait encore un pays dehors l'Union européenne qui est un centre pour les banques, par exemple?
Alors tout d'abord, j'aimerais vous dire qu'il y a quand même presque 10 000 réfugiés syriens qui sont en Suisse. Hein. Il n'y a pas que personne vient en Suisse. Et la Suisse avait fait, il y a 3 ans, un pas qui était important. On a donné la possibilité d'un visa plus facile, d'obtenir un visum plus facile pour venir en Suisse pour des réfugiés syriens qui avaient des membres de famille en Suisse. Il y avait des milliers qui sont venus, je crois entre 4 et 5 000 Syriens qui sont venus comme ça en Suisse sur la voie légale. Et la Suisse était le seul pays de l'Europe qui avait fait ça. Et je pense que c'était quelque chose d'important. Alors, les flux migratoires actuellement en Europe, si vous regardez, vous voyez que c'est probablement pas, par exemple, les pays attractifs qui sont spécialement attractifs pour des réfugiés comme l'Hongrie, qui sont choisis par les réfugiés, par les migrants. C'est plutôt, vous voyez que c'est les voies de transport. C'est les grandes routes, là où il y a des trains qui sont suivis. Après, c'est souvent comme ça que les réfugiés, ils vont là où ils connaissent déjà quelqu'un. C'est souvent les diasporas. Alors, il y a beaucoup d'Érythréens qui sont en Suisse. Alors, il y a plus d'Érythréens qui viennent en Suisse. Et après, on demande, mais pourquoi les Érythréens veulent tous en Suisse? C'est parce que, par exemple, les Afghans, ils vont dans un autre pays européen parce qu'il y a beaucoup d'Afghans. Et les Syriens, maintenant, il y en a beaucoup de Syriens. Il y en avait déjà avant en Allemagne et il y en a beaucoup en Suède. Il y a plus qui vont là. Je pense que la question comment ces flux migratoires marchent, il y a plusieurs raisons. Et peut-être même parfois c'est pas tellement rationnel dans le sens qu'on peut tout expliquer. Il y a aussi les passeurs. Les passeurs qui font une information, qui ont entendu. C'est très difficile de dire. Alors en ce qui concerne la Suisse, le fait que depuis notre avis, on aura à peu près 30 000 demandes d'asile cette année. On n'a pas une forte augmentation. Il y en a beaucoup, mais ce n'est pas une forte augmentation de demandeurs d'asile cette année en Suisse. Ce n'est pas parce que la Suisse fait bien ou moins bien ou mieux, mais je pense que c'est très difficile d'expliquer. Et en plus, je pense que la situation est très volatile, ce qu'on a vu plusieurs fois avec d'autres pays européens, que tout d'un coup, un pays a pris des mesures, après ça a changé comme ça. Moi, je crois que ce qui est la chose la plus importante, il faut trouver des solutions communes et solidaires au niveau européen. Parce que ce qui se passe avec les victimes, avec les réfugiés qui se trouvent dans un pays, après ils doivent aller ici et là, et c'est fermé, on les pousse d'un pays à l'autre, c'est incroyable. Et c'est pourquoi je m'engage beaucoup, et je me suis engagée depuis des années pour avoir une clé de répartition, parce que ce système Dublin, qui est un bon système, mais dans ces situations extraordinaires, et maintenant on est dans une situation extraordinaire, ça ne marche pas qu'il y a 2 pays, par exemple, qui prennent, où il y a la plus grande partie des réfugiés ou des migrants qui entrent, et c'est eux qui font l'enregistrement, et c'est eux qui prennent tous les gens. C'est pourquoi j'ai beaucoup insisté pour que dans des situations extraordinaires, comme maintenant, il faut avoir une clé de répartition. Maintenant, on a commencé à discuter ça, mais on fait sous une pression énorme, c'est difficile. Et bien sûr, il y a des pays qui ont dit, nous, on n'a jamais eu des réfugiés, et maintenant, on n'a pas l'habitude, et on ne sait pas comment faire. La solidarité, c'est pas facile. Et avec cette pression, c'est encore plus difficile, mais je pense que c'est aussi une décision de la Commission qu'on veut pousser. Et même si on a loupé de faire beaucoup de choses dans la politique d'asile commune au niveau européen, maintenant, on est en train de le faire et on doit le faire en urgence. Le Brexit. Bon, je pense tout d'abord, il faut déjà voir ce qui se passe avec les négociations avec l'Union européenne et la Grande-Bretagne avant de déjà faire l'analyse sur une possible sortie de la Grande-Bretagne pour la place financière suisse. Je crois que c'est un peu trop tôt. Et je pense que la place financière suisse, elle fait cette analyse, mais pour le Conseil fédéral actuellement, on essaie de régler nos relations avec l'Union européenne.
Madam, sorry, I put a question already during the previous press conference, but it's another topic, I promise you. On the 22nd of May, I understand that you got the information already that the arrests regarding the FIFA officials would be happening a couple of days later. My question to you is whether you feel that what happened in May has changed an institution that is based in Switzerland, and is it enough what is happening today in FIFA? Because in a way, it does affect Swiss image, since it was here for the last decades and nothing was done regarding to FIFA. How does the government feel when it has such a, let's say, an institution hosted by your country in a way? And there's one person still to go in the extradition. Do you feel that all of the 7 will be extradited? Thank you. Je me permets de vous répondre en français, sinon je commence à changer toutes les langues. Vous avez dit plusieurs fois how you feel and do you feel. C'est pas a feeling. C'est pas une question d'émotion ou de feeling, mais ce sont des questions juridiques. Alors, il y avait 2 choses en mai. Il y avait d'un côté les demandes, comment dire, Rechtshilfegesuch. Entraide judiciaire. L'entraide judiciaire vis-à-vis des États-Unis. Alors, ça, c'est une question purement juridique qui a été décidée d'ailleurs par l'Office fédéral de la justice et pas par le Conseil fédéral et pas par moi. C'est une question juridique qui a été examinée par l'Office fédéral de la justice, justement, qui avait décidé que les règles qui étaient fixées dans ces questions étaient remplies, et les conditions, et qu'on a fait ce qu'on fait toujours. Donc, il y a ces demandes. Voilà. Et ce sont des accords. Hein. Et puis, à côté, mais c'était indépendant de ça, il y avait le procureur général qui était en train de mener des enquêtes, qui étaient d'ailleurs aussi demandées par la FIFA. Il fait son travail. C'était le même jour, parce qu'il y avait cette rencontre ce jour-là, et tout le monde était là. Mais ce sont 2 procédures différentes. Une est une procédure du procureur général et l'autre, c'est une procédure justement qui est réglée par un accord international. Alors, disons ça, c'est aussi pas une question est-ce que c'est bien ou mal pour la Suisse. Je pense le bien, c'est que la Suisse est un pays, un État de droit qui remplit ses accords internationaux et qui lutte contre la corruption s'il faut faire quelque chose. Et puis, c'est sur ce chemin qu'on continue. Il y avait, je dirais là, c'est par hasard, il y avait le même temps dans la session du Parlement aussi encore la loi sur la corruption privée qui était discutée, mais ça, c'était vraiment le pur hasard. On ne pouvait pas savoir. Et on avait souvent dit que c'était la Lex FIFA, mais moi, je peux vous dire, la corruption privée, ça compte pour tout le monde. Il y en a aussi en Suisse, pas beaucoup, mais il y en a, et c'est pourquoi le Conseil fédéral, il veut qu'on ait aussi une loi qu'on peut poursuivre aussi, mener des enquêtes à titre officiel contre la corruption privée. Merci. Dernière question, monsieur. Oui, Roland Rossier, Tribune de Genève, 24 heures. Vous avez expliqué tout à l'heure qu'il fallait sans doute pas revoter parce qu'il y avait un certain nombre de risques, la majorité des cantons, etc. Maintenant, si rien ne se passe pendant les 15 mois qui viennent et puis qu'on s'approche de la date fatidique un peu, parce c'est presque demain, le 9 février 2017, est-ce qu'il ne faut pas envisager ça comme plan, peut-être pas plan A ou B, mais plan C, plan D? Est-ce que vous écartez complètement l'idée de revoter? Alors, ce que j'ai dit, je dis à tous les chefs d'État ou des collègues, je dis, si on vote sur exactement la même question, ça serait high risk. Maintenant, on a une initiative qui a été lancée. Là, on va faire la procédure comme toujours. Le Conseil fédéral prend position quand c'est au Conseil fédéral de prendre position. Mais c'est pour montrer aussi à mes collègues à l'étranger qu'on a intérêt de trouver un chemin
et que je trouve, pour faire aussi de pression, pour dire que ça doit aussi être dans leur intérêt de trouver un chemin. Et le plan, si je ne prends pas position sur le plan B, parce que je trouve, comme je vous ai dit, on ne dit pas déjà maintenant quel sera le pas après. Je ne vais pas prendre position ni sur le plan C, ni pour le plan D. Merci beaucoup. On arrive un peu au terme de cet entretien. J'ai juste encore 2 petites questions. Madame Merkel a remis en cause les accords de Dublin la semaine dernière. Enfin, l'Allemagne était déjà critique. Quelle est votre position? Vous avez dit tout à l'heure que c'était positif, mais si l'Allemagne remet en cause, qu'est-ce qu'on pourrait faire à la place des accords de Dublin? Puis une dernière question sur la neutralité suisse. Pensez-vous pas qu'elle a été un peu atteinte, par exemple, dans l'histoire des sanctions contre la Russie? On a cédé à des pressions américaines ou européennes, alors que notre neutralité aurait dû faire en sorte qu'on reste neutre, justement, ou pas. Voilà. Alors, mettre en cause Dublin, je pense qu'il faut réfléchir comment on peut renforcer Dublin dans des situations extraordinaires. Mettre en cause en disant que Dublin c'est fini, c'est terminé, j'ai jamais entendu une alternative à Dublin. On peut très bien critiquer, moi j'ai beaucoup de choses à critiquer à Dublin, mais l'alternative de dire on n'a plus Dublin, on n'a plus Schengen, chaque pays commence de nouveau à contrôler ses propres frontières. Est-ce que quelqu'un croit qu'il y avait moins de réfugiés, moins de migrants, un meilleur contrôle? Je crois qu'il faut quand même rester réel. Alors, mais renforcer Dublin. Et cette clé de répartition, c'est un renforcement de Dublin. Il y a encore beaucoup de choses à faire. J'ai beaucoup critiqué l'Union européenne qui a parlé pendant des années maintenant sur une politique d'asile commune, solidaire en Europe. On n'a toujours pas des standards communs pour les procédures d'asile. On n'a pas des standards pour l'intégration. On a des taux d'acceptation selon chaque pays. Je fais l'exemple, mais il y a d'autres exemples. Un Somalien, dans un pays, la possibilité ou la probabilité qu'il reçoit le statut de réfugié est de 90%. Dans un autre pays européen, la probabilité qu'il soit accepté comme réfugié est de 20%. La même personnalité. Ça, ce n'est pas une politique commune d'asile. Alors, il y en a beaucoup à faire. Et je pense que le système Dublin, c'est un système justement commun. Il faut aussi faire ces efforts. Je peux vous dire qu'au moins, je crois maintenant, sous cette pression, on a réalisé que si on n'arrive pas à avoir plus de solidarité, plus une politique d'asile commune, on ne va pas arriver. Mais ça ne sera pas la solution pour l'Union européenne. Et puis la deuxième chose, je crois que c'est Dublin, c'est la politique commune au niveau européen, mais après, il faut aussi avoir la coopération avec les pays de la région, avec la Jordanie, avec la Turquie, avec l'Afrique du Nord, par exemple. On aura bientôt la conférence à Malta, Valletta, où on aura tous les pays aussi de Proche-Orient, la Turquie, mais aussi l'Afrique du Nord, la Corne d'Afrique. Et je crois que c'est ça qu'il faut faire. Il n'y a aucun pays qui peut résoudre ces questions. Aucun pays. Pas le nôtre, pas l'Union européenne toute seule. Il faut se mettre ensemble et bien sûr, il faut trouver des solutions pour, par exemple, un processus de paix pour la Syrie. C'est ça la chose peut-être la plus importante. Et j'espère beaucoup et ça c'est incroyable. Et bien si la Genève internationale puisse de nouveau jouer aussi un rôle de médiateur, de soutenir ce processus, la Suisse, elle va tout faire pour aller dans cette direction. Les sanctions que vous avez posé la question, la Suisse décide elle-même sur les sanctions qu'elle prend. Et la neutralité, ça ne veut pas dire qu'on ne prend pas des sanctions. Et on fait du business avec tout le monde. Ce n'est pas ça la neutralité. Mais prendre des sanctions nous-mêmes, c'est pourquoi le Conseil fédéral a décidé, si l'Union européenne prend des sanctions, on n'est pas automatiquement, on reprend, mais si les États-Unis prennent des sanctions, on ne prend pas automatiquement. C'est nous qui décidons, mais bien sûr, ça fait partie aussi de notre politique que si on trouve que maintenant il faut prendre des sanctions parce qu'il y a eu des situations ou des actions qui ne sont pas à tolérer, c'est bien sûr nous aussi qu'on prend les sanctions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la Présidente, d'avoir répondu aux questions en toute franchise. C'était tout à fait intéressant de vous entendre.
Maintenant, donc on va nous arrêter là. Il y avait One FM et M. Fontana qui voulaient faire une petite interview, donc je laisse encore 5 minutes. Merci encore à toutes et à tous d'avoir été avec nous cet après-midi. Ouais, merci. Allez.